maintenant, on va voir un pilier de l'électrostatique et puis finalement un pilier de la physique en général, le théorème de Gauss. On va reprendre notre charge ponctuelle habituelle, standard, puisqu'on a basé tout notre cours sur la loi de Coulomb et le fait qu'on connaissait le champ électrique généré par une charge ponctuelle. Reprenons notre charge ponctuelle, que je symbolise toujours par une petite bille alors qu'elle est ponctuelle. Et ce qu'on va regarder, c'est le flux à travers une petite calotte un peu élémentaire, là. Alors je l'appelle calotte parce que dans l'idée, ce qu'il va falloir se représenter, c'est qu'elle a une forme un peu arrondie, c'est un morceau de sphère. Et on va considérer le flux à travers ce petit morceau de sphère. Alors, ça c'est le vecteur n. Donc notre flux à travers ce petit morceau de sphère, si je dessine le vecteur E qui est radial, qui s'éloigne de la charge, ça donc c'est E. Quand on va vouloir estimer donc le flux de ce champ, on va juste écrire que ce flux phi, le phi, c'est toujours phi le flux, c'est pour ça, c'est E scalaire ds. Okay. Donc quand on fait le calcul, en fait, on dit que c'est E scalaire n, et on va intégrer sur la surface. Ok, alors si vraiment j'ai pris un petit morceau de calotte, ça fait une calotte, donc un petit morceau de sphère, tout ça c'est à la même distance petit r de la charge. Hop. Et ça veut dire que E scalaire n, c'est comme dans l'intégration qu'on a déjà faite sur la sphère tout entière, E scalaire n, ça fait ER de R, c'est-à-dire 1 sur 4 pi epsilon 0 R2. Et puis ça, en réalité, comme on est à une distance fixe, on peut même le sortir de l'intégrale. Donc on se retrouve à dire que c'est ER de R fois l'intégrale de ds, c'est-à-dire la surface de la calotte. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, ok, ça c'est notre flux, on va l'appeler phi1 par exemple. On va regarder ce qui se passe si on considère une autre calotte définie légèrement différemment. En fait, on va prendre celle-ci. Elle a la même forme, mais elle est sur une sphère. Donc si on appelle, elle est sur une sphère plus petite qui se situe à une distance qu'on va appeler R'. Non, R2. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est le même raisonnement que précédemment, c'est-à-dire dire que le flux phi2, c'est l'intégrale de E, alors cette fois c'est à la distance R2, de ER à la distance R2 ds, et donc on se retrouve avec un ER de R2, l'intégrale de ds. Alors évidemment, c'est pas la même surface ici, ça on peut l'appeler S2, et là, S1. Mais, quand on fait cette intégration, vous savez que l'intégrale sur ds, ça va être quelque chose du style l'intégrale de R dθ fois R sin θ dφ. Et on va faire varier θ et φ pour que ça couvre toute la petite calotte qu'on considère. Maintenant, petit r, il est constant. Donc ça, en fait, c'est égal à R2, et puis une intégrale de dθ sin θ dφ. Mais finalement, quand on regarde les choses, pour S1 et pour S2, donc ça c'est S, alors, pour S1 et pour S2, c'est presque la même chose, c'est-à-dire qu'on a S1 qui est égal en fait à R1 carré, et puis une intégrale, mais vu la tête des calottes et vu comment elles sont construites, c'est une homothétie en fait par rapport à la charge, elles ont exactement la même tête, donc l'intégrale sur θ et φ c'est exactement la même. Donc ça là, on n'a qu'à l'appeler oméga, et finalement c'est égal à R1 carré oméga S1, alors que S2 c'est égal à R2 carré oméga. Bilan, et bien bilan phi1, c'est
Alors, j'ai dit ER de R1, si on suppose qu'en fait, ça, c'est la distance R1. Donc, phi 1, j'ai dit, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, R1 carré, fois S1, et S1, on a dit que c'était R1 carré, fois oméga. Du coup, ça, si on veut, ça se simplifie. Mais en tout cas, c'est égal à la même chose, mais avec R2. C'est-à-dire, enfin, vous pouvez remultiplier, refaire apparaître des R2 si vous voulez, mais en tout cas, ça veut dire que phi 1, c'est bien égal à phi 2. Donc on a le même flux, alors aussi parce que, attention, hein, le vecteur n ici, on l'a bien orienté comme ça. Donc a priori, dans la même direction que le vecteur petit n qu'on a au-dessus. Donc a priori, c'est une propriété du champ électrique, c'est que si on prend une calotte et qu'on construit son homothétie, eh bien le flux à travers ces deux calottes est strictement le même. Alors évidemment, si la calotte c'est toute la sphère, eh bien ça marche aussi. Et dans ce cas-là, on peut même calculer ce flux. Hein. On a vu dans le paragraphe, dans la vidéo précédente, que c'était Q sur epsilon 0. Voilà. Maintenant, on va utiliser ça pour regarder ce qui se passe quand on va prendre un volume un peu spécial délimité par la calotte qu'on avait tout à l'heure et la calotte plus grande et plus loin. Et ici, par tout ce qui relie les deux calottes. Il faut imaginer un tube, quoi, finalement, qui va relier les deux calottes. Ici, on va garder N comme ça. Et on a toujours, comme c'est construit finalement sur une homothétie, on a toujours notre charge ici ponctuelle, Q. Et on va calculer pour voir le flux à travers cette surface ici élémentaire. Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le flux à travers, alors je vais le dessiner avec une autre couleur, le flux à travers, alors celle-ci on va l'appeler S1, celle-ci on l'appelle S2, le flux à travers S1 avec N1 orienté comme ça, il est égal au flux à travers S2 avec N orienté comme ça. On pourrait l'appeler N2. Bien, maintenant si je veux calculer le flux à travers toute cette surface, ce qu'on appelle le flux à travers une surface fermée, donc on le note comme ça, c'est en supposant qu'on calcule à chaque fois le flux avec un vecteur n qui est sortant. Alors, ce que ça veut dire, c'est que sur les côtés, là, le vecteur n, il est comme ça. Sur cette surface S2, il est comme ça, pas de problème, mais sur la surface S1, il est dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, vous avez vu comment on a construit ce tube-là. On sait que le champ E, il est en réalité parallèle. Ici, ça c'est E sur les côtés du tube. Donc, ce flux total, on va dire que c'est alors phi 2, c'est-à-dire le flux à travers la calotte 2, plus le phi sur le côté, plus en fait le flux à travers la surface S1, mais en prenant la normale sortante. Et ça, c'est l'opposé du phi 1 qu'on a calculé tout à l'heure, dans le slide précédent. Et autrement dit, ça c'est moins phi 2. Le phi 2 qu'on calcule ce coup-ci, parce que pour le phi 2, la normale sortante, elle n'a pas changé. Alors, il se trouve aussi que le flux de côté, eh bien, il est nul. Pourquoi? Parce que sur tout le côté, c'est très important, mais on voit bien que le vecteur n, il est perpendiculaire, la normale est perpendiculaire au champ. La normale ici est perpendiculaire au champ. Donc là, cette intégrale de E scalaire n, ds, sur le côté, attention, ce n'est pas une intégrale fermée, parce que c'est juste une intégrale sur les côtés de ce tube, et bien ça va être nul parce que E scalaire L est nul. Bien, et bien donc il nous reste phi 2 moins phi 2, donc ça fait 0. Donc ça, c'est une conclusion très importante. Si vous avez un volume un peu spécial, avec une charge ponctuelle ici qui est extérieure, sur ce volume un peu spécial, le flux est forcément nul. Maintenant, on va considérer un problème plus général
toujours, on prend notre petite charge ponctuelle Q, située ici à l'origine, et on va prendre une grosse surface fermée. Comme elle est en 3D, je l'ombrage. Et donc, on veut savoir le flux phi à travers cette surface. Alors, il y a une technique pour ça, c'est de considérer, considérer finalement des profs. Alors, je sais que ça ne va pas être facile à dessiner. On va dire que l'intersection ici de ce cône, finalement, qui pointe sur la charge, avec ma surface, ici c'est ça, et là c'est ça. Voilà. Donc, ici on a notre S1, là on a notre S2. Évidemment, alors c'est pas des calottes sphériques, sauf si, en gros, on prend un cône suffisamment fin. On peut considérer que, au bout d'un moment, ça ressemble à une calotte sphérique. Alors éventuellement, la calotte n'est pas orientée comme il faut, c'est-à-dire qu'elle peut être penchée, tout ça, mais finalement, le sens, enfin la façon dont la calotte est penchée, quelque part, on s'en fout, puisque on est en train de calculer un flux, c'est comme dans un tuyau, ici. Comme le champ E, il est parallèle, c'est comme un tuyau fermé. Et donc le débit du champ E, en gros, et c'est ça l'idée, il est le même absolument partout, si on prend bien la même convention d'orientation, c'est-à-dire le débit à travers n'importe quelle section, et quelle que soit sa forme de cette espèce de tube, là, de ce cône, c'est le même, à condition de prendre, de tous les orienter avec une normale sortante comme celle que je viens de dessiner, dans ce sens-là, dans cette direction-là. Mais évidemment, ça veut dire que là, on a délimité sur cette, hop là, sur cette surface-là, on a notre, j'essaie de le dessiner, notre volume, là. Hop, alors oui, c'est pas très logique mon truc, on dirait du Escher, ouais. Ouais, bon, d'accord, bref, vous m'avez compris, voilà. Donc ça, c'est notre volume, et ce qu'on sait, ce qu'on a vu juste avant, c'est qu'en réalité, le flux à travers ça, à travers cette surface un peu bizarre et à peu près élémentaire, c'est-à-dire ce volume à peu près élémentaire, ça, c'est nul. Bien. Et bien finalement, l'idée, c'est de découper la totalité de cette surface en autant de volumes élémentaires qu'on veut, qui sont tous constitués comme ça. Vous voyez l'idée? Ouais, ça ressemble à... je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et on peut faire ça sur l'intégralité du volume. Et ça, on en conclut que forcément... Alors, il y a une petite étape. C'est qu'en réalité, on a le droit de dire que ce flux-là, c'est la somme... Alors, somme des flux élémentaires sur chacune de ces petites surfaces. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de dire ça? Tout simplement parce que, alors, si on imagine deux surfaces, voilà, ça c'en est une, hop, deux surfaces de volume, et on regarde le flux qui traverse, vous voyez, la surface qui délimite ce volume, et qu'on en pose un à côté qui a une interface commune, je sais pas, moi, allez, un truc comme ça. Ok. Hop. Ce qui se passe, c'est que sur la paroi, alors la normale sortante pour celui-là, elle est comme ça. La normale sortante pour celui-là, elle est comme ça. Et donc, le truc, c'est que vu comme ces volumes sont constitués, de toute façon, le champ, dans tous les cas, sur le côté, là, il est comme ça, il est contenu dans l'interface, et donc il est perpendiculaire aux deux normales sortantes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de flux sur les côtés. Et s'il n'y a pas de flux sur les côtés, eh ben, ça veut effectivement dire qu'il n'y a pas de problème. On peut dire que le flux à travers la surface, celle-ci, le premier volume, pardon, que je fais en noir, c'est le flux sur la sortante sur la surface du haut, plus le flux sortant sur la surface du bas. Et évidemment, même chose pour la deuxième surface. Et pour la surface qui les réunit complètement, et ben comme il n'y a pas de flux sur les côtés, il n'y a aucun problème. C'est bien la somme
des flux de ces deux surfaces. On peut généraliser, et donc c'est pour ça que quand on va découper en un très grand nombre de petits tubes élémentaires, on aura juste le droit de dire que le flux, c'est la somme des flux sur chacun des tubes. Tout ça pour dire qu'en fait, il est nul. Conclusion, parce qu'il n'y a pas de charge ponctuelle, évidemment, mais que la charge elle est située en dehors du volume, alors le flux à travers la surface S qui entoure ce volume, qui le délimite, qu'on appelle souvent surface de contrôle, ce flux est nul. Donc le flux du champ créé par une charge ponctuelle du moment que la charge elle est extérieure. Bien. Maintenant, on va prendre le cas d'une charge, d'une surface fermée, mais contenant la charge. On va mettre ici notre charge ponctuelle, que je symbolise toujours par une petite bille, parce que j'aime ça. Et on va calculer ce flux. Alors, je vous rappelle, le résultat qu'on avait, c'était que si jamais on considérait une surface sphérique, centrée sur la charge, ce qu'on sait, c'est que le flux à travers cette surface, que je vais noter phi s, donc ça c'est le flux phi s à travers la surface, et bien ce flux, il est égal à, donc elle est bien fermée, on a vu que pour une surface sphérique, ça ne dépendait pas du rayon, c'était égal à Q sur epsilon 0. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le flux qui traverse la surface S'. Alors, je vais essayer d'être un peu précis. Le volume sphérique qui entoure la charge, Q, on va l'appeler V. Il est délimité par une surface dite de contrôle, la surface S. Et c'est ce flux-là, on connaît le flux à travers la surface S. On peut définir un volume V', ça c'est celui qui est délimité par la surface S'. Donc il contient la charge et c'est bien le flux à travers la surface S' qu'on veut réussir à calculer. On va définir V seconde, c'est en fait le volume V' sans le volume V, je vais le noter comme ça. Et ça, c'est délimité par une surface S seconde. Alors S seconde, si je dois la représenter, en fait c'est un volume qui a un trou, donc en fait il y a une surface extérieure et une surface intérieure. Hop. Et si on trace les vecteurs n sortants, la normale sortante, eh bien à l'extérieur ça donne ça, mais à l'intérieur, enfin pour la surface intérieure, eh bien ça pointe vers l'intérieur. Ce qui n'est pas le choix qu'on a quand on va considérer par exemple justement la surface S. On fait pointer vers l'extérieur de S, donc c'est en fait des vecteurs normaux qui sont opposés à cela. Alors, l'idée c'est juste que finalement, comme c'est des vecteurs opposés, le flux à travers la surface S seconde, c'est finalement, on voit bien qu'il y a bien le flux à travers la surface S', puisque S' est une des deux surfaces qui délimite le volume V seconde. Et puis, c'est moins le flux qui à travers la surface S. Alors moins le flux à travers la surface S, c'est parce qu'en fait, en gros, parce que justement, il y a ces vecteurs normaux là qui sont dans l'autre sens, qui sont dans le sens opposé au calcul de phi s qu'on avait tout à l'heure. Donc du coup, comme ils étaient tous opposés, c'est juste un signe moins qu'il faut mettre sur le vecteur n, donc sur le flux. Seulement, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'y a pas de charge ici, dans la surface, dans le volume V'. V seconde est sans charge. Et du coup, comme le volume V seconde est sans charge, eh bien, on sait que phi s seconde, c'est 0. Du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on en déduit? Que phi s, c'est égal à phi s'. Autrement dit, et c'est égal, à Q sur epsilon 0. Donc, et c'est là vraiment l'essence du théorème de Gauss, c'est que on s'aperçoit bien que si on considère pour l'instant juste une charge ponctuelle, eh bien, soit elle est à
soit on considère une surface qui la contient, et dans ce cas-là, le flux est nul. Soit on considère une surface qui ne la contient pas, et le flux est nul. Soit on considère une surface qui la contient, et dans ce cas-là, le flux vaut forcément Q sur epsilon 0, quelle que soit sa forme. Tout ce qui compte, c'est les charges intérieures. D'accord? Donc pour Q à l'intérieur de S ou S'. Donc à l'intérieur du volume délimité par S ou S'. Voilà, c'est ça le théorème de Gauss, et on va le compliquer un tout petit peu maintenant. Mais avant de le compliquer, on va surtout bien essayer de visualiser pourquoi ce raisonnement-là marche, quelle que soit la surface, et même si elle est très compliquée. Ici, on a un exemple de surface très compliquée. Et le truc, c'est que on a dessiné ici, vous voyez le petit cône, et ce petit cône, il intersecte plusieurs fois la surface très compliquée, la surface de contrôle. Donc en grisé, il y a le volume V qui est délimité par la surface de contrôle S. Et donc, on voit qu'il y a un peu de flux là, mais il est compensé par un flux ici, parce que la normale extérieure, elle pointe, c'est la flèche noire, elle pointe vers la charge. Pour la troisième petit élément de surface, la normale extérieure pointe de nouveau vers l'extérieur dans le sens du champ qui est en rouge, mais quand on va regarder la surface ici, la surface suivante, eh bien, en fait, elle pointe en sens inverse. Donc à la fin, à chaque fois qu'on rentre dans la surface, on en sort, et inversement, ce qui fait qu'au final, si on compte le nombre de fois qu'on sort de la surface, la réponse c'est 1. Et c'est pour ça en partie que le flux, c'est toujours Q. Le flux, donc à travers cette surface hyper compliquée, c'est toujours Q sur epsilon 0. Maintenant, donc, on va considérer ce qui se passe quand on va mettre plusieurs charges ensemble. On reprend notre surface S et on met une charge Q1 à l'intérieur. Ok, alors là c'est facile, on sait que Φ1, c'est-à-dire le flux créé par le champ généré lui-même par la charge Q1, c'est tout simplement ça, sur la surface S, et donc ça c'est juste Q1 sur epsilon 0. Maintenant on met une deuxième charge Q2. Ce qu'on sait, c'est que si on considère que le champ généré par Φ2, eh ben, vous me voyez peut-être venir, ça, on sait que ça vaut Q2 sur epsilon 0. Maintenant, le flux total, c'est l'intégrale de E1 plus E2 parce que le champ c'est linéaire, on peut additionner les champs créés par chacune des charges, scalaire ds, c'est toujours une surface fermée, j'ai oublié les petits ronds parce que je suis flemmard, et le truc c'est qu'une intégrale c'est quelque chose de linéaire, donc ça de façon évidente en fait c'est Φ1 plus Φ2. Donc on va comme ça pouvoir dire que le flux Φ, il est simplement égal à Q1 plus Q2 sur epsilon 0. Alors évidemment ce raisonnement qui fonctionne avec des charges ponctuelles, il va fonctionner avec des charges surfaciques, volumiques, linéiques, parce que finalement on sait très bien que chaque élément de surface, de volume ou de longueur génère en fait le même champ qu'une charge ponctuelle. Vu de loin, on peut le considérer comme une charge ponctuelle. Ce qui fait que, alors évidemment, si je plaçais une charge Q3 par contre à l'extérieur, eh bien, elle, ça générerait un flux nul. Bien sûr, il faudrait faire la somme des flux, mais du coup, on se retrouve qu'avec Q1 plus Q2 sur epsilon 0, parce que eux, elles sont des charges intérieures. Du coup, on va énoncer notre théorème de Gauss comme ça. Le flux à travers une surface fermée, qui délimite donc un volume de contrôle, c'est simplement les charges intérieures, la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Et voilà. Et ça, en réalité, on a l'impression que bon, c'est vrai pour une seule surface. En fait, pas. En réalité, c'est vrai pour toute surface S qui enferme des charges. Et ça, en fait, le fait que ce soit vrai pour toute surface S, ça fait que le théorème de Gauss va nous permettre de calculer intégralement le champ en tout point de l'espace.
un champ qui vérifie ça pour n'importe quelle surface S, on le connaît de façon unique si on connaît la distribution de charge. Au point en réalité qu'on peut utiliser le théorème de Gauss pour remplacer la loi de Coulomb comme théorème fondamental de l'électrostatique, et c'est ça qu'on va voir maintenant. Et donc pour résumer juste l'utilisation du théorème de Gauss de façon générale, on va choisir des surfaces S bien, donc ce sera des surfaces bien choisies. Ce ne sera jamais une seule surface S, ce sera des familles de surfaces S. C'est ça qu'on va voir. Hein, c'est bien vraiment la propriété que ce soit vrai pour toute surface qui est importante. Donc d'un côté, on va calculer du E scalaire n, qui est une quantité qu'on va réussir à calculer, et puis, ou des fois qu'on cherche, mais c'est ça en réalité le théorème de Gauss, on verra qu'on l'utilise à l'envers. En tout cas, on va mettre d'un côté une intégrale surfacique. Donc, comme on a appris à le faire, simplement il faudra intégrer E scalaire n. Et de l'autre, en fait, on va avoir une intégrale, ça dépend. Alors, si c'est des charges discrètes, c'est juste une somme, mais le Q int, ça peut être soit une intégrale triple, si jamais on a une distribution volumique de charge, soit une intégrale double, si jamais c'est une distribution surfacique de charge, soit une intégrale simple, si jamais c'est une distribution linéique de charge divisé par epsilon 0. Donc en gros, voilà, il va falloir faire d'un côté un calcul de flux, de l'autre un calcul de charge, et hop, on écrira l'égalité entre les deux. Et en général, ce que ça nous donne, c'est pas les charges intérieures, en fait, ça va nous permettre de trouver E. On va le faire dans un cas extrêmement simple, mais qui va montrer pourquoi le théorème de Gauss est fondamental. Ce cas très simple, vous en doutez en fait un petit peu peut-être déjà, c'est le cas de la charge ponctuelle. Oh mon Dieu. Supposons, dis-je, qu'on ne connaisse pas le champ généré par cette charge. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut le retrouver, à condition de choisir une surface adaptée. Alors, quelle surface est adaptée? Bien, tout simplement, une sphère autour de la charge Q. Pourquoi une sphère? La raison pour laquelle c'est un bon choix, c'est qu'on sait, pour raison de symétrie, on est dans un cas de symétrie sphérique, il y a une invariance par rotation, suivant les angles θ et φ, que je n'ai pas dessiné ici, mais bon, on se doute. En fait, on a aussi tous les plans de symétrie qui font qu'on a un champ qui est radial, qui s'écrit ER de R, et qui est dirigé suivant UR. Donc, en ce point-là, au point M, le champ, on sait qu'il est dirigé suivant UR. Bien. Maintenant, évidemment, c'est une bonne idée de prendre une sphère parce que la valeur de ER de R, c'est la même quel que soit le rayon de cette sphère. Le rayon, je vais l'appeler petit r aussi. On pourrait l'appeler grand R, bien sûr, mais pourquoi j'aime pas l'appeler grand R? Parce que souvent, grand R, ça suppose que, cette distance-là, c'est une constante qu'on appelle grand R. Quand on met petit r, on a dans l'idée que c'est quelque chose de variable. Et justement, c'est bien ça l'idée, ça va être de faire varier le rayon de ce cercle. Donc, allons-y. On va utiliser le théorème de Gauss, et pour ça, il faut calculer le flux de E qu'on ne connaît pas à travers la surface. Alors, il se trouve que ici, c'est particulièrement simple. On a ER de R, UR, scalaire, et la normale sortante, en fait, c'est UR. Le vecteur normal sortant, c'est UR. C'est aussi pour ça que c'est bien choisi la surface sphérique, fois ds. Alors ça, comme ça c'est le module de UR au carré, et ça fait 1 parce que c'est un vecteur unitaire. Et donc, ce qu'on a, d'autre part, le petit r là, ça apparaît comme une variable. Je vous ai dit qu'on allait le faire changer, mais on va le faire changer, mais pas pour l'intégration. L'intégration, elle se fait sur cette sphère, donc elle se fait à petit r constant. Ça veut dire qu'on a le droit de sortir ER de R de cette intégrale. Et il nous reste cette double intégrale ds. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Allez, on le fait rapidement. Vous connaissez la formule. C'est en fait juste la formule de l'aire de la sphère. Pour s'en souvenir, il faut se rappeler que en fait, le ds qu'on a, c'est R. Alors, donc l'élément différentiel de surface, c'est R dθ, R sin θ dφ, qu'on va intégrer pour θ allant de 0 à π et φ de 0 à 2π.
pas θ de pi à 2pi, parce que en fait, ça désignerait ça ferait repasser par des points par lesquels on est déjà passé. Et donc, ça, comme on est à petit r égale constante, ça fait r au carré fois l'intégrale de 0 à pi de sin θ dθ. Ça, on sait que c'est moins cos θ et blablabla, ça fait 2. Et l'autre, c'est l'intégrale de 0 à 2 pi de dφ, ça fait 2pi. Donc, on se retrouve avec 4pi r2, on l'avait déjà vu. Mais du coup, ça, il faut que ce soit égal aux charges intérieures sur epsilon 0. Alors ici, c'est pas trop dur, il n'y a qu'une seule charge intérieure, c'est Q sur epsilon 0. Bilan, on a le droit d'écrire que 4pi r2 ER de R égale Q sur epsilon 0. Et c'est là que ça a un sens d'avoir pris un petit r qui varie. C'est qu'en fait, on va écrire ça pour tout r, c'est-à-dire pour toutes les sphères, quel que soit leur rayon, qui entourent notre charge. Et donc, on peut écrire que ER de R, c'est Q sur 4pi R2 epsilon 0, c'est-à-dire qu'on retrouve la loi de Coulomb. Et donc, en choisissant le théorème de Gauss comme loi fondamentale, on peut en déduire Coulomb. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, vous ne le voyez peut-être pas depuis le début, mais l'aire de la sphère, elle était cachée dans la loi de Coulomb depuis le départ. C'est pour ça que c'est 4pi epsilon 0. Voilà. Donc, à retenir, le théorème de Gauss, c'est comme ça qu'on l'utilise. On l'utilise en apparence pour une seule surface, mais c'est parce qu'il est valable pour toutes les surfaces, pour plein de surfaces, pour une famille de surfaces, qu'en fait, c'est lui qui permet bien de retrouver E. Donc, le théorème de Coulomb, il permet de trouver E, et rarement